Pour les savoir, on ouvre les haut-parleurs comme un hymne à faire pour porter la cause. Alors ici on est là sur la place d'Avier, qui est dans le prolongement des immeubles du 18e bâtis sur la traite négrière, puisqu'on est à Nantes, et donc qui est le lieu de rassemblement de cette manifestation et de pique-nique avant qu'on parte en manif. Donc une manifestation contre les violences policières qui fait suite à cette semaine sur la réflexion, débat sur les violences de l'État de manière plus générale que simplement la police. Les médias sont d'une manière générale orientés par l'ingrédient attraction-répulsion qu'il y a dans ce qui ressemble de près ou de loin à la violence, mais c'est vrai pour le traitement des faits divers. Et que là, dans une manifestation où il peut y avoir des vitrines qui vont avoir quelques problèmes, on oublie de dire de quelle vitrine il s'agit. Ce sont en fait souvent des cibles politiques qui ont une raison d'être. Et puis, on se concentre sur la casse en faisant monter ça en épingle comme un ingrédient de vente, comme le fait divers est quand on se dit, ah là, une histoire épouvantable dans un milieu misérable avec du sang, de l'hémoglobine et du sexe, ah là là, c'est dégueulasse, mais qu'est-ce que ça m'intéresse? C'est le même mécanisme à l'œuvre. Encore une fois, dans la communication, on voit surtout des photos, par exemple, toujours sur les photos, c'est intéressant, on voit toujours les forces de l'ordre et toujours des images de foule avec de la fumée, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui allait dégénérer. C'est très anxiogène comme photo, et surtout, il y a aussi cette volonté de rappeler à chaque fois qu'il y a des blessés dans les deux camps, et qu'on sans forcément connaître la dangerosité ou le degré de blessure que pouvaient avoir les forces de l'ordre face évidemment à des mutilés, des éborgnés, etc. Ce qu'on demande, nous, c'est d'avoir la liste réelle des blessés avec leurs blessures. Parce que évidemment, si on parle d'une blessure alors qu'un policier s'est tordu la cheville en essayant d'attraper un manifestant, cette blessure n'est pas du fait même du manifestant, elle est du fait du travail du policier. Donc il y a des blessures à mon avis qui ne sont pas du tout qualifiables en termes de violence subie lors des manifestations. Le mot de casseur a été inventé par le pouvoir. La manière de réduire une action qui peut avoir une raison politique, une rage, elle ne vient pas comme ça hors sol. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y aura plus aucun transport en commun à partir de 13h, je crois, 13h30. Mais il y a aussi le risque qu'ils bloquent des artères comme ils l'ont fait l'an dernier, avec des grandes barrières anti-émeutes qui bloquent des rues entières du centre-ville. Il y a une décision des transports en commun de fermer le centre-ville, ce qui a un effet direct sur la population qui est usagère de ces transports en commun, de se dire les manifestants sont nos ennemis puisqu'ils nous empêchent de nous déplacer dans la ville. Surtout, je m'interroge, s'ils sont réellement blessés autant que ça, il faut qu'ils revoient leur façon de s'équiper parce qu'ils sont ultra équipés et face à des manifestants bien souvent qui eux ne sont pas du tout armés, et comment ils peuvent avoir autant de blessures avec autant de dispositifs policiers. Et puis ils ont demandé à Europe Écologie de communiquer en disant qu'ils se désolidarisaient de la manifestation, ce qu'ils ont évidemment fait. Donc ça sert aussi à créer quelque part un petit climat de peur. Tout ça construit l'image d'un espèce de monstre auquel personne ne doit pouvoir s'identifier, puisque ce sont des gens qui sont puérils, qui agiraient pour des raisons obscures et qui sont dans la violence dite gratuite, donc impossible à légitimer par quelqu'un d'autre. Contrairement à ce que disent les fabricants d'armes et la préfecture, le flashball ne se substitue pas à l'arme de service. Une deuxième vidéo aussi montre qu'il n'y a eu non-assistance à personne en danger et que normalement quand on tire avec un flashball, c'est pour interpeller. Quand une blessure arrive, quand un événement pareil arrive, la première chose auquel on fait face, c'est à une sorte de déni général, et qui est partagé, disons, par tous les acteurs institutionnels auxquels on fait face. Les BAC, nous on appelle ça les forces supplétives, comme il existait en Afrique. En fait, elles viennent
elles frappent, elles mutilent et après elles s'en vont et elles laissent en fait une population complètement désemparée face à des jeunes qui sont révoltés. Ces gosses-là ne sont pas conduits à l'hôpital. Mouchine et Laramie sont morts dans une caserne, ils sont morts par terre comme des chiens. Moi, par rapport aux autres qui ont été touchés, peut-être qui ont perdu leurs yeux, leurs yeux qui sont éborgnés, ils vivent ça au quotidien. Moi, c'était plus le cerveau qui a été touché. Ça se résorbe petit à petit, mais moi, j'ai plus le sentiment, enfin, je ressasse. On leur a enlevé leur vrai œil, on l'a remplacé par un œil de verre. Et Quentin n'est pas là aujourd'hui parce qu'il ne supportait pas l'idée d'être là à Nantes maintenant. Donc ça fait 1 an. Et c'est encore très douloureux, très, très présent. Et il parle souvent de la difficulté de se réapproprier un nouveau visage, même s'il n'est pas défiguré, il est quand même très marqué. Et c'est très, très difficile. On fait face en général à la préfecture et à la manière dont elle communique et dont elle est relayée par les médias, qui tentent de donner une image, disons, défavorable ou de criminaliser la victime pour qu'à un moment donné, ça se retourne. Il y a eu une violence à sens unique. Mais les médias ont relayé en fait, et donc ça a rendu aux yeux de tous, même de ses proches, de ses grands-parents, de ses oncles, il devenait là un délinquant, il a jeté des pierres, parce que échauffouré. Et ensuite légèrement blessé, là c'était pour justement dire ah bah bien fait pour lui, c'est-à-dire que la population peut dire bien fait pour lui. Comme il a été légèrement blessé, bon ben ça va, non. Il y a sur internet aussi, il y a son squelette. Et vous verrez, vous pouvez voir en fait les dégâts que font un flashball. Et la jeunesse elle est en train de se terrer. Et la jeunesse, elle est en train d'être frustrée. Et on frustre la jeunesse et on sait très bien récemment ce que ça a donné. Si la police elle continue à humilier en fait nos gamins, va créer des monstres. Soit on a un classement sans suite, comme c'est arrivé à Yann, soit on a des procédures qui durent extrêmement longtemps, comme ça arrive à la plupart d'entre nous, et quand ça arrive à un procès, on a le droit à une relaxe. Ils ne vont pas en parler, ils ne vont pas porter plainte, et ils se sentent vraiment dans une impunité totale, ils font ce qu'ils veulent. Le fait d'être nombreux, tout d'un coup, ça nous donne une légitimité. Et petit à petit, on essaye de rompre l'isolement. Il y a énormément de gens en France qui sont isolés, qui sont blessés par la police, qui ont peur de se manifester. Et notre travail, c'est justement de se réunir parce qu'on est reliés par ces blessures, qu'on le veuille ou non. Et donc de travailler ensemble. Et aujourd'hui, on fait une conférence de presse et on va défiler ensemble dans la rue pour refuser cette intimidation policière. À partir de nos expériences, à partir des histoires qui nous sont arrivées, on a produit des analyses. On commence à comprendre à la fois c'est quoi le flashball, quel usage il est fait du flashball et de quoi le flashball est le symbole, de quelle police le flashball est le symbole. Donc aujourd'hui on est réunis avec plusieurs collectifs de blessés qui viennent d'un peu toute la France, de Toulouse, de Montreuil, de Rouen, de Montpellier et j'en passe. Et donc on est réunis ici en tant qu'assemblée des blessés qui ont été atteints au visage et notamment à l'œil par des tirs de flashball ou de lanceurs de balles de défense. Et aujourd'hui on va défiler ensemble dans les rues de Nantes. Si on est là tous ensemble, c'est d'une part pour montrer qu'on veut briser l'isolement qui est provoqué par ces blessures, parce qu'en général quand on est atteint par un tir de flashball ou de LBD, on reste dans son coin, on a peur, on ne comprend pas ce qui se passe, on est dans un état de sidération. Donc d'abord se voir pour échanger, se donner de la force tous ensemble, et aussi pour appeler tous les autres blessés, parce qu'on sait qu'il y a une quarantaine de personnes qui ont perdu un œil en France ces dernières années suite à des tirs policiers, pour appeler tous les gens qui sont touchés par ces armes-là à nous rejoindre pour qu'on s'organise, pour qu'on s'entraide, pour qu'on se donne de la force. Cette manifestation s'inscrit dans une semaine de mobilisation contre le flashball, contre les violences policières, appelée par l'Assemblée des blessés, des familles, des collectifs contre les violences. À Nantes, où Pierre, Quentin, Damien, Emmanuel ont été mutilés. Nous démarrons ici du square d'Avier et de la place de la Petite Hollande, parce qu'ici, très précisément, il y a 1 an, il y avait 3 personnes qui perdaient leur œil ou l'usage de leur œil ici, sur le square d'Avier, sur la pelouse d'Hôtel-Dieu, sur la place de la Petite Hollande. C'est là-bas que Quentin a eu l'œil arraché par un tir de lanceur de balles de défense. On est 1 an après. Tout ce
qu'on peut constater, c'est que seuls les manifestants ont écopé de peines de prison extrêmement lourdes, en comparution immédiate ou dans des procès bâclés. Aucun des policiers tireurs du 22 février 2014 n'a encore été inquiété. L'enquête est au point mort. Il faut que ça cesse. L'impunité policière, la complicité de la justice ne va faire qu'augmenter exponentiellement le nombre de mutilés. Donc nous démarrons ici, c'est un symbole, nous réapproprier les rues de Nantes, les rues qui nous ont été volées l'an dernier, et c'est pour ça que nous allons défiler maintenant tous ensemble. Pourtant, la liberté est toujours un combat. Elle n'est jamais acquise. Toujours des femmes et des hommes doivent se lever pour la défendre, pour la conquérir. 70 ans après le jour J. Cette liberté est encore menacée dans trop de régimes du monde. Pour l'instant, je suis étonné qu'on nous ait laissé avancer jusque-là, mais bon, tout va bien. La provocation du cordon mis à côté de la manif n'a pas marché, donc personne ne s'est énervé. Voilà. Des manifestations qui ont mal tourné à Nantes et à Toulouse. 4 mois après la mort du jeune Rémi Fraisse à Sivens, plus d'1 millier de personnes s'étaient rassemblées dans les deux villes contre les violences policières et en soutien aux fameuses zones à défendre. 2 rassemblements qui ont au final dégénéré en affrontements. Hélène Vergne, David Bress nous commente les images. Des gaz lacrymogènes en réponse à des jets de projectiles. Plusieurs vitrines de commerce du centre-ville brisées. À Toulouse, après un début de mobilisation calme mais tendue, les premiers affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre, mais n'ont pas entamé la détermination des manifestants. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'ils laissent passer la manif aujourd'hui? Pour l'instant, ça se passe bien, tant mieux. Ils ne nous ont pas provoqués, on peut s'exprimer tranquillement. On veut que ça dure. Non mais là on a quand même une police qui bloque l'ensemble du quartier Bouffet, donc c'est quand même tout l'hypercentre il est inaccessible. C'est pas non plus open bar. Juste ils ont laissé 2 grands axes pour nous laisser défiler, c'est tout. Mais ils sont très présents et très armés. Ils ont laissé passer là, la manif Oui, pour une fois, la dernière fois, ils avaient gazé au bout d'1 heure alors qu'il y avait toutes les familles. Et là, je trouve ça passe. Heureusement qu'ils nous laissent un peu marcher, mais je pense qu'à la fin, comme d'habitude, ils vont être assez violents. Après, ce qui compte, c'est ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. J'espère qu'ils arrivent à résister. Je trouve que c'est plus beau que les manifestations, ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. En tout cas. Donc c'est pas interdit, c'est génial, tant mieux. Légalisons les manifestations. En soutien aux différentes ZAD de France, les zones à défendre, mais aussi en mémoire de Rémi Fraisse et contre les violences policières. C'est autour de ces mots d'ordre que près de 500 personnes se sont rassemblées. Au final, à Toulouse, les policiers ont procédé à une vingtaine d'interpellations. À Nantes, même climat, même affrontement et moins d'une dizaine d'interpellations. 800 personnes s'étaient mobilisées pour dénoncer là aussi les violences policières. Un policier aurait été blessé au thorax, un manifestant touché par un tir de flashball. Tu vois ce qui va t'arriver. Dans le regard des médias, dans ce genre de manifestations, il y a beaucoup de réflexes qui sont un peu pavloviens. Il y a des images de violence, il y a les mêmes réactions.
le même vocabulaire. Quand je lis la presse, quand je lis les comptes rendus sur même la presse en général, et souvent la presse reprend les propos de l'AFP, je me dis mais merde, j'ai pas dû assister à la même manif. Ils essayent de jouer comme toujours la carte de la désolidarisation entre les bons et les méchants manifestants, en disant les organisateurs n'ont pas réussi à canaliser la violence des casseurs. C'est pas ça. L'État essaie de générer un climat de violence, auto-génère un climat de violence qui est repris par la presse, mais la violence elle est générée par la police. Elle est générée uniquement par la police, par personne d'autre. Toutes les manifs où il n'y a pas la police se passent bien. Vous êtes journaliste ? Photographe amateur, on va dire. D'accord. Ils ont lancé la lance délibérément vers les gens qui prenaient des photos. Là j'étais ramassé par 4 militants qui avaient des boucliers, ils m'ont demandé si j'allais bien, si j'avais besoin d'aide. Donc ils sont très coopérants et très compréhensifs, vu qu'on n'est pas là pour dénigrer les militants, on est là juste pour montrer la réalité des faits de la police. Vous comprenez leur malaise avec les médias ? Ouais, bien sûr, ouais. On a quand même des médias de vitesse. Moi je travaille en freelance, je fais pas les mêmes choses que les médias, on va dire, traditionnels, quoi. Et vous, monsieur, comment ça se passe ? Vous êtes photographe avec les militants, ça va ? Ouais, tranquille, je suis militant aussi, donc il n'y a pas de souci. Je sais que entre les choses qui se passent, quand moi je fais des photos, par exemple sur la manif à Rennes et ce qui est dit, je vois qu'il y a un monde. Alors je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Tu travailles pour qui ? France 3. France 3 ? Et du coup, t'as pris cher, non ? T'as pas pris de la peinture sur toi ? La police assassine dans les prisons. La police assassine dans les commissariats. La police assassine dans les quartiers. La police assassine. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est la préfecture qui, c'est elle qui a la force, c'est elle qui donne le tempo de la violence dans la ville. C'est pas nous. C'est pas nous. Nous, on n'est rien on n'est pas grand chose quoi face à la préfecture. Il y a une colère, il y a la BAC qui fait une charge, il y a des policiers à tous les angles de rue, et parfois il y a de la colère, et voilà. Et des gens qui vont être pacifistes un jour, ils vont peut-être vouloir être offensifs le lendemain, et c'est comme ça. On est dans un monde médiatique très très riche qui maîtrise énormément son vocabulaire et qui, par le vocabulaire qu'il emploie, induit des idées à travers la population qui ne sont pas forcément la réalité. Ils essayent vraiment de créer deux catégories de manifestants, les bons qui seraient des pacifistes et les mauvais qui seraient les violents. Sauf que le problème c'est que ça marche pas comme ça, il n'y a pas de catégories qui sont imperméables l'une de l'autre. Dans un des journaux, j'ai entendu parler de parcours secret, qui sous-entend une espèce de manipulation de la part d'une assemblée ou d'un collectif, etc. Alors que la non-réponse qu'on a pu donner par rapport au parcours, c'est qu'on ne savait pas nous-mêmes par où on allait pouvoir passer, puisqu'on était obligé de faire en sorte, d'avancer en sachant quel dispositif policier on avait en face de nous. Et face aux violences économiques, sociales et écologiques, il y a une violence qui est légitime, qui s'exprime. Il n'y a pas de séparation à faire entre les différents modes de lutte, ils sont tous aussi légitimes. Après la question qu'on peut se poser, c'est comment on essaye de rester unis sans se mettre en danger les uns les autres et en essayant de marquer des points face à la répression et pas d'en perdre, c'est-à-dire d'éviter au maximum les blessés, les interpeller. Vous allez, on les pousse. Allez, vous sortez là. Allez. Allez, avancez. Allez. Par derrière. Allez-y. Allez là-bas, par là. Sinon, vous dégagez. J'étais devant le poste de police et au moment où il y avait le canon à eau, la deuxième fois qu'on est repassé devant le poste de police et
au niveau du rond-point et il y avait un RG en veste beige qui nous pointait en ligne de mire et un caillou qui est parti, c'est moi qui ai pris le flashball quoi. Voilà. Sur le coup, les 5 premières minutes, t'es dans de l'adrénaline, tu le sens pas trop, mais putain, même au ski, tu te fais pas forcément des entorses comme ça quoi. Ça frite bien, ouais. C'est une bonne saloperie. T'as jeté des bières, t'as fait un truc ou tu te l'es pris genre... Non, j'ai quand même jeté 2-3 trucs, tu vois, donc c'était peut-être pas, mais bon, quand tu vois la force armée qu'ils ont, et toi de jeter une canette de bière, quand le mec il a un flashball, il a des lances à eau, des lacrymos, tout ça, je veux dire, je pense pas que le mec il l'ait senti avec son armure de Robocop. Voilà, à un moment c'est de la défense quoi aussi, on est là pour défendre un truc, ouvrir les yeux aux gens quoi, tu vois. C'est bien qu'il y ait des automédias d'ailleurs pour ça, enfin bon. Voilà quoi. Et du coup, toi, pourquoi tu milites contre les violences policières? Parce que je suis une cible potentielle, dans le sens où je veux pouvoir aller dans la rue manifester mes revendications, mes contestations de manière libre, et non pas en ayant peur. C'était une manifestation qui était assez hétérogène, avec une pluralité de pratiques, de désirs, et ça s'est relativement bien combiné, dans la mesure où ceux qui ouvraient le cortège, c'était l'Assemblée des blessés. Donc il y avait plusieurs blessés au flashball qui étaient à la banderole de tête. Et derrière, il y avait un cortège qui était assez hétérogène, donc, et on a pu défiler dans les artères du centre-ville qui avaient été totalement bunkérisées l'an dernier, donc rien que ça, c'est une belle petite victoire. Que les blessés viennent de toute la France, qu'ils soient là, présents physiquement, et qu'ils prennent la parole, c'est évidemment un moment important. Sur le côté émotionnel, c'est certain, et sur le côté politique aussi. Hein. Ce sont des gens qui prennent la parole. C'est un peu la conclusion qui m'était apparue au 22 février de l'année dernière, c'est de me demander si, parce que j'ai eu peur, comme tout le monde, si cette peur-là allait me freiner dans mes positions politiques, ou si au contraire il fallait en prendre une position politique par rapport à ça. Pour l'Assemblée des blessés, j'ai l'impression que, de ce qu'on s'est dit tout à l'heure en tout cas, que la manifestation était une réussite, étant donné le nombre de personnes qui étaient présentes, le dynamisme de la manifestation. Il y avait des blessés et mutilés derrière la banderole de tête, et qu'on a pu vraiment manifester dans la ville de Nantes, qu'on a été, je pense, entendu par les Nantais et au-delà. Il y a des interrogations qui nous portent et auxquelles on ne sait pas où s'adresser et par qui avoir les réponses. Dans le sens où, moi, la première interrogation qui me vient en tête, c'est de savoir pourquoi est-ce que les forces de police visent la tête avec leurs armes de service, et pourquoi il n'y a aucun retour de l'État vis-à-vis de ce type de comportement. Le bilan qu'on a pour l'instant, c'est 10 arrestations et au moins 4 blessés, dont 2 à la tête apparemment, donc ce qui est beaucoup. Et il y en a sans doute d'autres qui ont été atteints, plus qui auraient été atteints dans les membres inférieurs, mais ça, c'est des gens qui se manifestent pas forcément. Donc voilà, on attend. C'est une semaine au cours de laquelle il y a eu des débats variés. Donc ça a commencé par une soirée un peu atypique. On a inauguré ça par une soirée de lecture de textes poétiques sur les thèmes assez éternels de la répression, de l'émancipation, de la liberté. Et puis il y a eu un débat qui a été aussi assez fort, nourrissant, sur le problème des étrangers sans papier, dans lequel beaucoup de sans-papiers ont pu prendre la parole. C'était un moment important. Et puis il y a eu plusieurs débats consacrés plus à la répression au sens large, avec des intervenants intéressants, des choses consistantes et même exigeantes. Par exemple, quand je vois un soir, on a eu un long débat sur la répression en Espagne avec des Espagnols, et c'était traduit, puis ensuite un long exposé sur ce qui se passe dans les prisons. Et puis pour finir, un débat philosophique sur la violence, c'est quand même beaucoup, et j'étais très surpris de voir que le public en demandait encore. À la manif, on a réuni entre 3 et 5 000 personnes, et là aussi c'est un beau succès, malgré les désolidarisations diverses des organisations anti-aéroports, de la gauche institutionnelle, et le dispositif policier assez conséquent. Il y avait entre 5 et 600 policiers
à Nantes avec plusieurs canons à eau, un hélicoptère, donc c'est quand même un beau succès. Il s'est passé quelque chose, que c'est un réseau qui quelque part est orphelin, qui n'a pas l'appui des partis politiques, même d'extrême gauche, qui n'a pas l'appui des équipements municipaux, des salles municipales, et donc on s'aperçoit que ce réseau, il a les moyens d'exister de façon autonome maintenant. On a un réseau des cafés-bars contre l'armement de la police, donc on a des lieux de rencontre, on a des lieux de débat, on a un public, on a des gens motivés, donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un petit événement dans l'histoire sociale de Nantes.